Voilà, mesdames et messieurs, après toute cette journée d'échanges intenses, de réflexions, d'engagements partagés, nous voici réunis pour la plénière de clôture de cette 14e Convention nationale du CRIF, placée sous le thème « Penser le monde d'après ». Ce titre, à la fois une invitation et un défi, nous a guidés à travers un programme riche et varié, reflet des enjeux cruciaux qui façonnent notre société et le devenir de notre monde. Durant cette journée, 20 conférences-débats ont été organisées, mobilisant 56 intervenants venus de tous horizons, intellectuels, politiques, journalistes, experts et représentants de la société civile. Ensemble, nous avons exploré des thématiques au cœur des préoccupations contemporaines. L'antisémitisme et ses manifestations renouvelées, toujours aussi préoccupantes en France et au-delà. Israël, ses défis internes et externes et sa place dans un monde en mutation. La montée des extrémistes, qu'il s'agisse de l'islamisme ou du populisme et leurs conséquences sur nos démocraties. Les drames et les espoirs des Yazidis, des chrétiens d'Orient, des peuples en lutte, de l'Ukraine au Proche-Orient. La lutte contre la haine en ligne, fléau insidieux qui menace nos valeurs et nos libertés. Les questions de laïcité, de Ve République et des femmes en première ligne dans les écoles et les universités. Nous avons également abordé des sujets délicats tels que la bataille des mots autour des termes de génocide, apartheid et colonisation qui façonnent les débats internationaux et les perceptions des conflits. Enfin, nous avons ouvert des espaces de réflexion sur notre société, sur la façon dont elle évolue face aux crises, aux tensions, mais aussi à travers ses espoirs et ses aspirations. Cette convention a également été marquée par la présentation du sondage Ipsos qui nous éclaire sur l'état d'esprit des Français face à ces enjeux et par des discussions poignantes autour du 7 octobre et de ses répercussions profondes pour Israël et pour le monde juif. Alors que nous clôturons maintenant cette 14e édition, il nous appartient de transformer ces réflexions en actions, ces débats en engagements concrets. La richesse des échanges que nous avons eus aujourd'hui est une source d'inspiration, mais aussi une responsabilité. À présent, nous passons aux conclusions et à l'ouverture. À présent, nous passons aux conclusions et à l'ouverture de nouvelles perspectives. Ensemble, continuons à penser, à agir et à construire le monde d'après. J'ai l'honneur pour ouvrir cette plénière de clôture d'inviter Bruno Tertrais. Bruno Tertrais qui est un politologue et géopoliticien français de renom, spécialiste des questions stratégiques internationales, de défense et de géopolitique. Il est directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Il est l'auteur de nombreux ouvrages éclairant les enjeux globaux contemporains tels que les conflits, la dissuasion nucléaire et les transformations géopolitiques. Reconnu pour la clarté de ses analyses et sa capacité à rendre accessibles des sujets complexes, il est une voix incontournable dans les débats stratégiques de la France et du monde. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Merci, cher Robert. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le thème que vous avez donné à cette journée, le monde d'après, m'a tout de suite fait penser à l'année 2021. À l'époque, en effet, il était courant de s'interroger sur ce que serait le monde d'après la pandémie de Covid-19. Nombre de commentateurs disaient alors que tout allait changer. Certains, au contraire, estimaient que rien n'allait changer, ou pas grand-chose, et qu'on en reviendrait rapidement au monde d'avant. Je dois dire que j'étais plutôt de cette école et que les événements ne nous ont pas donné tort. D'autres encore, et c'était le cas du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, estimaient, je cite, que le monde d'après, ce serait le monde d'avant, mais en pire. Il faut donc être modeste et se rappeler des mots de Raymond Aron, selon lequel chaque génération, ou presque, a le sentiment de vivre un tournant historique. Il reste qu'il est des événements qui transforment profondément un pays, une région, le monde entier peut-être. Pour l'Ukraine et pour l'Europe, le monde ne sera plus jamais le même après le 22 février 2022. Pour Israël et pour le Moyen-Orient, le monde ne sera plus jamais le même après le 7 octobre 2023. La tragédie d'Israël, à mon sens, c'est d'ailleurs que la moitié du monde voit ce pays dans le rôle de l'Ukraine, mais que l'autre moitié le voit dans le rôle de la Russie. À mon sens, le 7 octobre fut à la fois un 7 décembre et un 11 septembre. L'analogie du 7 décembre 1941
nous rappelle qu'une démocratie frappée en son cœur par surprise peut s'engager dans une guerre longue pour sa survie et pour ses valeurs. Celle du 11 septembre 2001 l'est d'autant plus que l'Amérique tira alors deux conclusions du traumatisme qui l'avait frappé. D'abord, celle qu'une menace potentielle, on parlait de l'Irak à l'époque, devenait désormais inacceptable. Toutes choses égales par ailleurs, et les choses ne le sont pas, c'est un peu ce qui s'est passé pour Israël avec les Hezbollah. Ensuite, que se présentait aux États-Unis une chance historique de remodeler la région pour qu'elle ne présente plus le même danger. La menace iranienne est devenue inacceptable. Le conflit est désormais ouvert. Et sur ces deux théâtres, au-delà des horreurs que constitue le bombardement délibéré des civils par la Russie, par l'Iran et ses alliés, l'escalade stratégique apparaît néanmoins maîtrisée. Aucun des acteurs étatiques ne semble prêt à dépasser certains seuils. Il y a pour moi trois séries de questions sur ce monde d'après. D'abord, la République islamique, qui depuis 20 ans se rapproche lentement mais sûrement du seuil de la capacité nucléaire militaire, finira-t-elle par franchir le pas? Ce serait, si c'était le cas, un terrible échec pour l'Amérique, pour l'Europe, pour Israël, pour le monde. Il faut à cet égard se féliciter de la finesse de la stratégie israélienne qui s'en prend aujourd'hui davantage au goulot d'étranglement du programme iranien plutôt qu'aux installations nucléaires proprement dites. La deuxième série de questions concerne l'impact sociétal des guerres défensives menées par Israël. La résurgence de l'antisémitisme est-elle un phénomène durable ou temporaire? Je sais que vous vous êtes interrogé toute cette journée sur ce thème dramatique. Est-ce l'expression publique d'un sentiment qui était dormant et ne demandait qu'à renaître? La dégradation de l'image d'Israël est-elle réversible? Sur la première question, je ne suis pas un expert. Vous êtes nombreux, il y a eu beaucoup d'experts sur ce thème aujourd'hui. Mais je dois dire qu'en tant que citoyen et en tant qu'analyste, je suis constamment surpris par le degré de violence verbale et physique qui s'exprime aujourd'hui dans nos sociétés et la confusion totale, permanente et tragique dans le débat public qui s'est installée entre trois termes, vous le savez bien, juifs, sionistes, israéliens. Sur la seconde question, en revanche, je pense être un tout petit peu plus qualifié et je voudrais rappeler qu'il y a 2 décennies, en novembre 2003, très exactement, un sondage auprès de l'opinion européenne plaçait Israël en tête des menaces pour la paix mondiale, avant l'Iran, la Corée du Nord et les États-Unis, pour faire bonne mesure. Un résultat qui était donc heureusement temporaire, puisque ça n'a duré que 1 ou 2 ans, je crois. Il convient toutefois d'être troublé quant à la manière dont certains grands pays instrumentalisent aujourd'hui les guerres du Proche-Orient au bénéfice de leur propre agenda. En Asie du Sud-Est, par exemple, les enquêtes d'opinion nous montrent que la Chine a gagné en popularité au détriment des États-Unis avec l'argument suivant : je choisis la Chine à cause de Gaza. Je vous invite à méditer sur ce thème. Troisième série d'interrogations, c'est celle qui concerne, disons, la paix. Comme nombre d'observateurs, j'estimais depuis longtemps que seul un choc dans la région pourrait faire bouger les lignes, comme on dit en politique ou en diplomatie. L'histoire nous enseigne en effet que d'un mal absolu peut parfois sortir un bien. Après le choc de la razzia du 7 octobre, nous avons maintenant un autre type de choc, un choc politique, celui de l'élection de Donald Trump. Je ne vais pas faire de prévision sur ce que sera la politique d'un homme par nature imprévisible, qui peut, à mon sens, nous réserver autant de mauvaises surprises que de bonnes surprises. C'est d'ailleurs, à mon sens, un avantage, s'il faut en trouver un, à la présence à la tête des États-Unis de cet homme, la prévisibilité de l'imprévisibilité. Lorsqu'on lui demande s'il protégerait Taïwan en cas d'attaque chinoise, il se contente de répondre avec un sourire : Xi Jinping sait que je suis complètement dingue. Eh bien ça, finalement, ça a aussi des avantages, apporter un peu d'imprévisibilité dans l'esprit de nos adversaires. Je me bornerai simplement à dire que je serais surpris si en 2028, le Moyen-Orient ressemblait encore à ce qu'il est en 2024. Mesdames et messieurs, on parle souvent d'une nouvelle guerre froide. Pour moi,
C'est ce que j'appelle une guerre des mondes qui se dessine désormais. D'un côté, les forces démocratiques et libérales avec leurs imperfections, de l'autre, les autocrates et les terroristes, qui sont souvent d'ailleurs leurs clients, et à minima leurs complices. Souvenons-nous toujours des mots d'Arthur Koestler, que vous connaissez certainement, qui en 1943 écrivait « Nous nous battons contre un mensonge absolu au nom d'une demi-vérité ». Je crois que ces mots ont une certaine pérennité. Et je crois que le 7 octobre a été, à cet égard, un moment de clarification. La Russie était déjà un adversaire de l'Europe. Elle se place de plus en plus, désormais, à mon sens, dans le camp des adversaires d'Israël. On se souvient, vous le savez, du rôle majeur qu'avait joué le KGB dans l'émergence du terrorisme moyen-oriental et dans la délégitimation d'Israël. Vladimir Poutine pourrait hélas s'avérer comme un digne héritier de Yuri Andropov. Une fois de plus, comme pour le 11 septembre, les djihadistes se sont trompés. Ils sous-estiment toujours la volonté et la capacité des démocraties à se défendre. Ils pensent nous tendre un piège, mais à la fin, ce sont eux qui sont détruits et nous qui sommes debout. Le 7 octobre peut en rappeler un autre. J'aime bien les analogies historiques, je me risque à cette dernière analogie. Le 7 octobre 1571, le 7 octobre de la bataille de Lépante. Ce fut, souvenons-nous, l'une des plus importantes victoires militaires de l'histoire du monde occidental. Espérons donc que la tragédie du 7 octobre, que de cette tragédie puisse un jour naître l'espoir de la défaite des forces obscurantistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bruno Tertrais pour cette analyse particulièrement éclairante. Et j'accueille maintenant Madame Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Et je vais lui céder la parole tout de suite, puisque je suis chargé également d'excuser l'absence de Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, retenue par d'autres obligations. Pardon, bonjour à tous. Je voudrais saluer le président du CRIF qui nous accueille aujourd'hui, cher Jonathan. Je voudrais saluer le ministre de l'Intérieur, cher Bruno. Les élus de la région Île-de-France qui sont très nombreux à mes côtés et les parlementaires qui sont parmi nous. Alors comme je n'ai pas la liste de tous les présents, je vais m'épargner une liste qui serait forcément complètement tronquée et qui me vaudrait beaucoup d'inimitié. Donc je salue aussi toutes les forces de l'ordre qui sont représentées par le préfet de police et je salue le préfet de région avec lequel bien évidemment j'ai une certaine forme de complicité nécessaire, mais néanmoins extrêmement vigilante sur tous les sujets en Île-de-France. Alors, je salue aussi nos amis du consistoire, cher Élie et cher Joël, le consistoire d'Île-de-France, avec lequel nous menons aussi beaucoup d'actions en commun. Alors, monsieur le directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, cher Bruno, on m'a demandé de parler de géostratégie. Alors, je vais le faire avec beaucoup d'humilité, surtout devant vous. Vous venez de nous dresser un tableau, le tableau d'un monde, un monde d'ici et d'après qui est parsemé de poudre. À la suite de la chute du mur de Berlin, nous pensions que les dividendes de la paix assureraient une nouvelle ère de prospérité. Nous nous sommes laissés bercer par cette illusion. Nous avons baissé la garde. Et les attentats du 11 septembre auraient dû nous réveiller et ils n'ont pas eu l'effet escompté. Alors nous n'avons pas compris, le 11 septembre, que nous vivions alors les prémices de la contestation de l'ordre fondé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, la force n'est plus au droit. Elle n'est plus au multilatéralisme. C'est le retour de la compétition stratégique avec l'affirmation de puissances qui contestent les valeurs et les pratiques de l'Occident. Alors, 2 exemples récents en témoignent, on les a tous en tête. L'invasion de l'Ukraine, bien sûr. Lors de l'invasion de l'Ukraine, 2 tiers des États n'ont pas voulu condamner la Russie à l'ONU. 2 tiers des États.
Alors évidemment, tous ces États ne sont pas pro-Poutine, mais il est clair que l'Occident ne domine plus le jeu international, en tout cas dans ces enceintes multilatérales. Bien qu'encore puissants, nous devons composer avec un monde fragmenté et rebellé contre les anciennes puissances. Le second exemple, c'est évidemment le dernier sommet des BRICS à Kazan, fin octobre, où il a été décidé, souvenez-vous, un système de paiement international propre aux BRICS et à leurs partenaires. C'est une décision qui est fondamentale parce qu'elle peut avoir des conséquences importantes sur la structuration du commerce mondial et évidemment sur l'usage international du dollar ou de l'euro. Alors dans ce paysage, qui est extrêmement mouvant, voire explosif, il y a une question qui se pose. Elle a été posée par Bruno Tertrais. Que va faire Donald Trump, nouveau président de la première puissance mondiale? Alors, à mon sens, son élection, c'est une épreuve de vérité pour l'Europe. Soit l'Europe prend son destin en main en affirmant sa puissance économique et militaire, soit elle signe son déclin. Je vous rappelle que Donald Trump considère que le mot tarif, c'est-à-dire droit de douane, est le plus beau mot de la langue anglaise. Eh oui. Dans les éléments de son programme figure une augmentation des droits de douane de tous les produits importés. Alors ce protectionnisme va avoir des répercussions sur tout le commerce mondial. Il sera couplé à une déréglementation généralisée et à la suspension des freins à la production d'énergie fossile qui vont pousser à la délocalisation d'entreprises européennes vers les États-Unis. Alors, en même temps, si je puis dire, l'Europe réglemente et crée des taxes. Voilà. Il est urgent pour nous de nous réinventer, de réinventer le modèle européen et de mettre en œuvre les récentes recommandations du rapport Draghi, justement sur la déréglementation européenne et sur l'unité européenne. Sur l'Ukraine, Donald Trump assure pouvoir arrêter la guerre plus rapidement qu'une série Netflix. Bon, évidemment, on est tous ici pour la paix, mais pas n'importe quelle paix. Et si celle-ci devait être conclue aux conditions posées par Vladimir Poutine, alors l'Union européenne sera, avec l'Ukraine, la grande perdante du conflit. Car tous deux seront condamnés à vivre sous la pression du Kremlin, sans pouvoir disposer, comme autrefois, du parapluie américain. Concernant le conflit israélo-palestinien, il se peut aussi qu'avec l'élection de Donald Trump, les cartes bougent. Après la tragédie du 7 octobre, que certains ont honteusement refusé de condamner, j'ai immédiatement dit qu'Israël avait le droit de se défendre. Aujourd'hui, le Hamas est écrasé, le Hezbollah à genoux, des coups très sévères ont été portés à ces deux organisations terroristes. Maintenant, il est temps de transformer politiquement cette victoire militaire. Et nous ne pouvons pas rester indifférents aux souffrances des populations civiles palestiniennes ou libanaises. Vous le savez, avec les accords d'Abraham, plusieurs États du Moyen-Orient s'étaient réconciliés avec Israël. Je crois qu'il faut poursuivre ce chemin. Je crois qu'il faut le compléter d'un processus politique de paix qui aboutisse à la coexistence de deux États, respectueux de leur sécurité et de leur identité. Alors oui, ce sera très difficile, mais je refuse de croire que c'est impossible. Et je vous le dis en toute amitié, et je pense que c'est infiniment moins douloureux qu'une guerre éternelle. Alors maintenant, la question qui se pose à nous, c'est de savoir comment la France peut se préparer et s'adapter à ce monde qui est si dangereux. À l'évidence, la France devrait retrouver son leadership au sein de l'Union européenne et pousser l'Europe à s'organiser pour se défendre par elle-même, soit en bâtissant une véritable alliance de défense autonome, ce serait l'idéal, mais c'est peut-être inaccessible, soit au moins en européanisant l'organisation de l'OTAN. Dans ces deux cas de figure, notre pays doit consolider son tandem avec le Royaume-Uni en matière de défense. Vous savez que ce sont les deux puissances nucléaires, elles ont un rôle moteur à jouer. Ensuite, la France doit repenser sa défense et sa sécurité pour en assurer l'agilité et la résilience à court et à moyen terme. Nous avons pris un retard considérable sur les drones. Nous ne pouvons pas rater le train de l'intelligence artificielle.
L'actualisation de la dissuasion nucléaire est également un enjeu considérable qui nécessite, elle aussi, des investissements et des réflexions stratégiques d'ampleur. Si les économies nationales étaient jusqu'à présent imbriquées, la question de l'accès aux ressources et aux technologies ne suscitait pas d'interrogation particulière. Or, depuis le Covid, on sait que c'est une clé de l'indépendance des États. Donc on doit désormais assurer nos chaînes d'approvisionnement. Il faut qu'elles soient sécurisées, que les besoins élémentaires d'une population et d'une économie soient assurés. Ça va du blé à la pharmacie, en passant par l'eau, le titane ou le lithium. Alors est-ce que la France est prête à résister face à ces défis inquiétants? En avons-nous encore la volonté? En avons-nous encore la fierté, l'unité pour cela? Je pose la question parce que vous le savez mieux que quiconque, jamais notre République n'a été aussi émiettée, aussi brutalisée. Que devient la liberté des Français lorsque la sécurité n'est pas assurée, lorsque l'insécurité plonge tant de Français dans la peur? Où est la liberté quand dans nos universités, certains sont déclarés persona non grata, faute de réciter le credo des forces menées de l'insoumission? Où est l'égalité lorsque nos principaux services publics, clés de voûte de l'intérêt général, sont à ce point abîmés, l'école, l'hôpital, la justice? Et que devient la fraternité lorsque des minorités rêvent de renverser la société en la genrant par couleur, par origine, par sexe, par religion? C'est la guerre des identités. Et cette guerre des identités, elle est en train de cliver la France comme jamais. La patrie de l'universalisme est en train de se déchirer. Et la flambée de l'antisémitisme, mes chers amis, en est un des signes les plus frappants, les plus répugnants. Alors chaque semaine, la France insoumise franchit un palier supplémentaire dans l'ignoble. Hier, c'était leur proposition d'abroger le délit d'apologie du terrorisme. Jusqu'où iront-ils? Il est urgent de remettre la République debout. Alors pour ça, j'assume, il faut un choc d'autorité. Et je le dis devant vous, j'ai confiance en Bruno Retailleau. Un choc d'autorité qui passe par un soutien sans faille aux forces de l'ordre, par une mobilisation à leur côté de toute la société. Alors bon, vous allez me dire, la sécurité, ce n'est pas la responsabilité des régions. C'est vrai. Mais quand les Franciliens crient à l'aide, moi j'agis. Malgré les cris d'orfraie de mon opposition et même le Rassemblement national qui m'explique qu'on ne peut pas voter les budgets de sécurité à la région parce que c'est la responsabilité de l'État. Eh bien, s'ils ne veulent rien faire, parce qu'ils vivent des problèmes et qu'ils ne veulent pas apporter les solutions, nous, on apportera les solutions. Parce que moi, je ne vis pas des problèmes. Voilà. Alors oui, restauration des commissariats, des casernes de police, participation à la formation et à l'armement des polices municipales, aide aux communes pour la vidéoprotection, déploiement de brigades régionales de sécurité dans les lycées qui sont victimes de violences au quotidien. Et maintenant, brigades régionales de sécurité dans les transports. Alors évidemment, il faut que la justice suive. Pour que la peur change de camp, il faut de la dissuasion judiciaire. Et pour établir cette dissuasion, il faut la rapidité et la certitude de la sanction. Rapidité, certitude de la sanction, c'est tout. Sans ça, ça ne fonctionnera pas. Alors c'est vrai que ces dernières années, faute de places de prison, on a multiplié les peines alternatives, les alternatives à la prison. Mais ça ne fonctionne pas. C'est pour cela que je milite pour le retour des peines planchées et pour des courtes peines d'emprisonnement. Pour la République, il est également impératif de contrôler les flux migratoires. Oui, la France est devenue une passoire. Et qu'en sera-t-il en 2050, lorsque nous aurons le défi climatique sur un continent qui nous est tout proche, l'Afrique, et que ce continent contiendra 2 milliards d'habitants, dont 50% auront moins de 25 ans. Il faut que nous ayons une immigration choisie, comme toutes les grandes démocraties du monde. Une immigration choisie et des frontières contrôlées. Alors aujourd'hui, on a moins de 10%, monsieur le ministre de l'Intérieur, des OQTF, des obligations de quitter le territoire français, qui rentrent dans leur pays. Donc on a un peu l'impression que l'ordre de quitter le territoire français ressemble plus à une ORF, voilà, une occasion de rester en France.
Plus l'immigration augmente, moins l'intégration et l'assimilation peuvent s'accomplir. Et c'est ma réalité au quotidien en tant que présidente de région. Vous savez bien qu'en Île-de-France, nous accueillons la moitié des migrants en situation régulière du pays. Je ne sais pas pour les migrants en situation irrégulière, nous n'avons pas les chiffres. Enfin, il y en a aussi beaucoup. Tout ça, c'est la porte ouverte à tous les communautarismes. Alors, je voudrais vous parler maintenant de l'école. L'école devrait pouvoir assumer une mission essentielle, c'est celle du respect du professeur et des valeurs de la République. Et sans ce respect, il n'y a pas de transmission possible. Alors oui, je voudrais qu'au pas de vague, on substitue le « pas de ça », pas de ça. Et on en est encore loin. Cette semaine, l'homme qui a menacé de brûler vif le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris, dans le 20e, a été condamné à une simple amende et un stage de citoyenneté. Ce n'est pas avec des sanctions aussi faibles que la République protégera son école, ses valeurs et les hussards de la République qui sont en première ligne. La fermeté, moi, je l'ai assumée en avril dernier à l'égard de Sciences Po en suspendant la subvention de notre région à Sciences Po. Pourquoi j'avais suspendu cette subvention ? Je l'ai suspendue parce qu'il était inadmissible de rester les bras ballants devant des manifestations d'antisémitisme patent, avéré. Et parce que les familles de certains étudiants étaient venus me voir en me disant que leurs enfants avaient peur d'aller en cours. Est-ce que c'est admissible qu'on ait peur d'aller en cours aujourd'hui dans une université française ? Alors, à la suite de ces débordements et de ces agressions antisémites, il faut prononcer le mot, j'ai décidé avec Othman Nasrou de rédiger une charte des valeurs de la République, et désormais toutes les subventions qui seront versées à n'importe quel établissement d'enseignement supérieur en Île-de-France, les subventions régionales seront soumises au respect de cette charte. Et cette charte, elle dit quoi ? Elle dit que dans l'université française, la parole ne peut pas être confisquée, que tout le monde a droit au respect de son opinion et a droit aussi au respect de sa religion. Voilà, et que tout le monde doit vivre en paix. Parce que je n'accepte pas que dans l'université française, il y ait certains colloques qui ne puissent pas se tenir. Par exemple, des colloques sur l'islamisme, pour des raisons de sécurité. Je n'accepte pas non plus que Sylviane Agacinski soit interdite de venir parler dans une université française parce que sa pensée dérange. Voilà, aujourd'hui, n'importe qui dans l'université française, c'est le lieu de la parole libre, c'est le lieu de l'humanisme, c'est le lieu de la transmission des savoirs, c'est le lieu du débat. Il n'y a pas Krima Hassan qui a le droit de venir dans l'université française. Alors oui, il me faut parler de la laïcité. La laïcité est la cible d'attaques menées par l'islamisme. Et il ne faut rien céder. En région Île-de-France, j'ai pris depuis longtemps mes responsabilités. Vous le savez, j'ai interdit le burkini sur les îles de loisirs, qui étaient propriété de la région Île-de-France. J'ai instauré une charte de la laïcité, qui a été contestée par toutes mes oppositions. Là aussi, de la gauche au Rassemblement national. Toujours pareil, quand on agit, on est critiqué. C'est le principe de la France. Alors, toute association doit signer cette charte de la laïcité si elle souhaite travailler avec la région. Pas 1 euro ne doit aller aux ennemis de la République. C'est ma règle. Alors, je vous l'annonce, 2025, c'est une année terrible. C'est une année terrible parce que c'est une année d'anniversaire, de beaucoup d'anniversaires. C'est l'année de toute cette vague d'attentats qui ont commencé le 7 janvier avec Charlie Hebdo, qui se sont poursuivis à l'Hyper-Cacher, puis avec l'assassinat d'une policière municipale et qui ont fini en décembre avec les attentats du Bataclan. Ce sont des tragédies qui ont endeuillé la France. Mais elles ont déjà 10 ans. Et les jeunes qui aujourd'hui sont dans mes lycées, les lycées d'Île-de-France dont j'ai la charge, eh bien, ils ont une mémoire un peu ténue de tout ça, un peu pointilliste. Ils avaient 5 à 8 ans en 2015. Alors, j'ai décidé qu'on allait leur rafraîchir la mémoire. Et pour le 10e anniversaire donc, des attentats de Charlie Hebdo, j'ai saisi la main tendue d'une association qui s'appelle Dessiner, Créer, Liberté, qui a été fondée justement par Charlie Hebdo. Et nous allons, avec cette association, présenter les cas des caricatures, des dessins de presse satiriques qui traitent de la liberté de la presse, de la critique du pouvoir, de l'emprise des réseaux sociaux, de la laïcité, des religions, toutes les religions, mais aussi du terrorisme islamiste.
dans cette opération, de ce programme pédagogique qu'on va proposer aux enseignants de faire en janvier prochain, pour que les caricatures soient montrées aux lycéens, pour qu'il n'y ait plus d'autocensure sur ce sujet, dans la région où malheureusement on a assassiné un professeur parce qu'il montrait des caricatures, Samuel Paty. Eh bien, pour qu'on puisse remontrer à tous des caricatures, nous allons organiser ce programme pédagogique. Et dans ce programme pédagogique, il y a une caricature qui est particulièrement frappante, particulièrement impactante. C'est la une choc de Charlie Hebdo au lendemain de l'assassinat de Dominique Bernard à Arras. Vous savez, le professeur Dominique Bernard, assassiné par un terroriste islamiste à Arras. Et cette une montre un professeur qui est transpercé de coups de couteau et qui est à la fois le bouclier et le rempart d'une population française apeurée qui s'abrite derrière lui. Et qu'est-ce que ça montre? Ça montre un peu notre lâcheté collective. Et ça montre aussi à quel point nos enseignants sont en première ligne aujourd'hui pour enseigner la lutte contre les obscurantismes, la lutte contre l'islamisme. Alors maintenant, je dis assez de lâcheté, assez de concessions. Et je le dis notamment face à l'antisémitisme. Récemment, vous le savez, la région Île-de-France a financé, merci Jérémy Redler, le très beau film de Noé Debré, Le dernier des Juifs, avec Agnès Jaoui et Michael Zindel. Alors, Le dernier des Juifs, ce n'est pas une fiction, puisque Noé Debré dit que toutes les anecdotes qui sont dans ce film sont des anecdotes tirées de faits réels. Et donc, ce n'est pas une fiction, Le dernier des Juifs, c'est une réalité vécue dans certains de nos quartiers. C'est la réalité d'un exode à l'intérieur de la région Île-de-France, où nos compatriotes quittent les quartiers dans lesquels ils ont grandi, dans lesquels ils ont vécu, pour se réfugier dans des villes où ils seront mieux protégés et où ils se sentiront en sécurité. Alors moi, je le dis, c'est inacceptable. C'est inacceptable, cette situation est inacceptable. Peut-on continuer de vivre en France, y donner un avenir à sa famille et y élever ses enfants? Je sais que certains de nos compatriotes juifs se posent cette question. Et ça me fait mal au cœur. 2000 ans d'histoire parmi nous, et il faudrait qu'ils s'excusent et qu'ils partent? Alors moi, je le dis, il n'en est pas question. Et je me battrai pour que nos compatriotes juifs se sentent chez eux, partout, en Île-de-France. La semaine prochaine, parce que l'autre anniversaire de 2025, c'est l'anniversaire de la libération des camps de concentration. 80e anniversaire de la libération des camps. La semaine prochaine, comme chaque année depuis près de 10 ans, je serai avec la Fondation du Mémorial de la Shoah et avec plusieurs classes de lycéens à Auschwitz. Et je ressens aujourd'hui que le devoir de transmettre est immense. Notre responsabilité est immense, surtout quand on sait à quel point l'enseignement de la Shoah dans les écoles est quelque chose de difficile. Nous avons face à nous des complotistes, nous avons face à nous des négationnistes. Alors, oui, nous allons doubler cette année le nombre des écoles et des lycées qui, en 2025, pourront faire ce voyage à Auschwitz, un voyage dont on sait bien qu'aucun ne revient indemne. Vous savez, Napoléon disait « Une tête sans mémoire est une place sans garnison ». Une tête sans mémoire est une place sans garnison. Ça veut dire que qui oublie les blessures de l'histoire ne sait plus pourquoi et comment se défendre lui-même. Donc oui, il faut qu'on ait ce travail de mémoire sur Charlie, ce travail de mémoire sur les attentats, ce travail de mémoire sur les camps, ce travail de mémoire sur la barbarie pour qu'elle ne se reproduise plus. Voilà. Et donc, dans ce monde qui n'a jamais été aussi menaçant, je ne veux pas vous plomber complètement l'ambiance, ce monde qui n'a jamais été menaçant, moi j'ai la conviction que nous sommes un certain nombre ici à vouloir recoudre notre unité nationale, à vouloir réarmer notre République. Le défi est existentiel, il est difficile, mais rien n'est fichu. Souvenez-vous, les JO, les Jeux Olympiques. Quel élan de fierté, quel élan de patriotisme, quelle magnifique réussite. On nous avait dit qu'on était incapable de le faire, que la France était incapable de le faire. Eh bien non, on en est capable. Alors si on pouvait mettre la même énergie aujourd'hui à nous défendre, eh bien, je crois qu'on y arriverait. Et vous savez, le général de Gaulle a dit « La France n'est elle-même que dans la grandeur ». Alors allons-y, tenons ses promesses. Merci Madame la Présidente. Et la parole est maintenant à Jonathan Arfi, président du CRIF, pour la fin de cette convention avant le discours du ministre.
Monsieur le ministre de l'Intérieur, cher Bruno Retailleau, que je veux remercier très chaleureusement de sa présence ce soir, Madame la présidente de la région Île-de-France, chère Valérie Pécresse, dont je veux saluer l'engagement à la région dans le combat contre l'antisémitisme, Monsieur le préfet de région, cher Marc Guillaume, Monsieur le préfet de police de Paris, cher Laurent Nunez, Monsieur le directeur... Vous pouvez tous les applaudir. Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur le directeur général de la gendarmerie nationale, Monsieur le président du Fonds social juif unifié, cher Ariel, Monsieur le président du consistoire central, cher Elie, Monsieur le grand rabbin de Paris, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les représentants religieux, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, il y en a beaucoup dans la salle, Messieurs les présidents d'honneur du CRIF, mais avant tout, chers amis, nous sommes au terme de cette 14e convention nationale du CRIF et cette année encore, nous avons partagé une journée à la fois dense et intense. Ensemble, nous avons pu échanger, douter, écouter, apprendre, nous questionner. Merci tout d'abord au staff du CRIF et à ceux qui leur ont prêté main forte, sans qui nous ne pourrions être là aujourd'hui. Merci à tous d'être venus si nombreux, enrichir nos débats de votre présence et de votre contribution. Merci également à nos près de 60 intervenants d'avoir permis au cours de cette journée que la pensée se conjugue toujours au pluriel. Aujourd'hui, chacun a pu penser le monde d'après avec ceux qui lui ressemblent, mais aussi avec les autres, quitte parfois à penser contre soi-même. Porter sa réflexion sur le monde d'après, c'est prendre nécessairement appui sur le monde présent et sur l'histoire passée. Le monde d'hier, comme l'a également évoqué en début de journée Delphine Orwiller, est le titre du testament littéraire de Stefan Zweig, publié en 1942. Dans le monde d'hier, Zweig, alors loin de l'Europe, déplore avec nostalgie l'effondrement d'un monde de culture, de stabilité politique et de liberté d'esprit. Une époque emplie d'espoir et de confiance en l'avenir qui venait de s'effondrer sous ses yeux. Je refuse toujours les comparaisons historiques trop faciles entre deux époques, entre deux contextes bien différents. Mais, comme nous tous, je m'interroge. Qu'est-ce qu'un esprit européen comme Zweig aurait pensé de notre temps? Qu'aurait-il pu nous en dire? Et plus largement, qu'est-ce que nos contemporains disent aujourd'hui des temps que nous vivons? C'est justement ce que nous avons demandé à nombre d'entre eux durant cette journée. Cette époque, notre époque, c'est d'abord celle où la liberté d'expression, quand ce n'est pas la liberté tout court, est menacée aux quatre coins du monde. Une époque où la démocratie, loin de progresser, subit les assauts des régimes autoritaires, toujours plus nombreux et plus puissants. Et puisque j'évoquais Stefan Zweig, permettez-moi de commencer par lancer ici un appel solennel, un cri du cœur pour un autre écrivain, Boualem Sansal. Boualem Sansal, qui est intervenu dans cette enceinte l'an dernier et avec qui nous partageons une passion si française pour l'universel. Boualem Sansal, qui a fait de sa plume une arme dans le combat contre tous les obscurantismes. Mesdames, Messieurs, je vous demande des applaudissements pour faire entendre notre appel à la libération immédiate de Boualem Sansal en Algérie. Notre époque, c'est aussi celle où la République est contestée sur son propre sol par des entrepreneurs identitaires gonflés à l'islamisme
et aux théories indigénistes et décoloniales. Aujourd'hui, nous commémorons en janvier les 10 ans des attentats contre les caricaturistes de Charlie Hebdo, contre des policiers, contre des juifs. Mais 10 ans après, fondamentalement, rien n'a changé face à l'idéologie qui a armé les bras des terroristes. Aujourd'hui, les populismes d'extrême gauche comme d'extrême droite, ne nous y trompons pas, sapent peu à peu la confiance dans les institutions républicaines. Cette époque, c'est celle qui voit aussi la cause palestinienne dévoyée dans des raccourcis coupables où les Juifs sont désignés de fait à la haine et à la violence. Cette époque, c'est celle où un parti fait une proposition de loi pour abroger le délit d'apologie du terrorisme. Celle où un parti a fait de la cause palestinienne et de la haine d'Israël un slogan électoral. Nous vivons des temps où les instances internationales, celles-là même, nées dans le sillage du plus jamais ça de la Shoah, stigmatisent l'État d'Israël et veulent retourner contre lui l'accusation ultime de génocide. Des temps où la CPI impose de fait une équivalence entre une organisation terroriste et une démocratie. Des temps, enfin, où 12% des Français considèrent comme une bonne chose le départ de France de leurs concitoyens juifs, comme nous l'avons appris ce matin dans le sondage réalisé par Ipsos pour le CRIF et présenté par Brice Teinturier. Notre époque, c'est celle d'une jeunesse dont on nous dit, sondage après sondage, qu'elle représente désormais la population la plus perméable aux préjugés antisémites. Émile Zola, déjà en 1897, dans sa Lettre à la jeunesse, s'inquiétait face à la progression de l'antisémitisme. Je le cite, « Des jeunes gens antisémites, ça existe donc cela ? Il y a donc des cerveaux neufs, des âmes neuves, que cet imbécile poison a déjà déséquilibré ?» Fin de citation. Zola serait sans doute triste de voir l'Europe d'aujourd'hui malade de l'antisémitisme, où des lynchages antisémites ont déshonoré les rues d'Amsterdam devant l'impuissance des pouvoirs publics et l'indifférence de toute une frange de la population. Mesdames, Messieurs, face aux menaces de notre temps, il y a ceux que la peur tétanise et ceux que les défis galvanisent. Ensemble, nous avons la responsabilité de rejeter le défaitisme pour cultiver un monde d'après meilleur, au croisement de l'ambition juive du tikkun olam, la réparation du monde, et du volontarisme républicain de lendemain meilleur pour la société. Notre monde, c'est d'abord notre pays, plus fragmenté que jamais. Beaucoup de nos tables rondes l'ont rappelé aujourd'hui. Le 7 octobre a été aussi un choc français, catalyseur et révélateur des fractures du pays. Il y a bien sûr le débordement de l'antisémitisme, nous en avons beaucoup parlé aujourd'hui. Mais comme dans toutes les crises, l'antisémitisme est un symptôme et c'est l'édifice républicain tout entier qui est mis en danger. Des attaques visent tous les symboles d'autorité publique. La laïcité est brocardée, le pluralisme est dénoncé comme une faiblesse, les discriminations et le racisme persistent plus que jamais, la violence, dirigée contre les élus eux-mêmes, explose. Nous savons qu'il n'y a qu'une seule réponse face aux attaques contre l'idée de la République. Plus de République. Monsieur le ministre, je souhaite à ce sujet vous remercier très sincèrement d'avoir maintenu le 14 novembre dernier le match France-Israël. Malgré la menace sécuritaire, et d'avoir ainsi choisi de démontrer toute la fermeté de la République face à l'antisémitisme. Ce soir-là, votre présence au Stade de France, aux côtés de nombreux responsables politiques, chère Valérie, dont également le président de la République et le Premier ministre, les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande, était un geste fort, car la République a besoin de symboles. La République, c'est aussi l'ambition sans cesse renouvelée de l'émancipation. Aucune nation n'a accordé dans sa construction nationale
une place aussi importante à l'école que la France. Les terroristes l'ont bien compris, en s'attaquant à 3 reprises à des professeurs, sentinelles de la République à leur façon. Jonathan Sandler, Samuel Paty, Dominique Bernard. De l'école maternelle à l'université, la République, c'est d'abord celle du savoir et de l'esprit critique. Elle s'honore en choisissant, comme annoncé hier, de faire entrer au Panthéon l'immense historien et résistant Marc Bloch. Son attachement viscéral à la République, sa foi en l'éducation comme arme citoyenne, sa détermination de Français juifs pétris de valeurs universelles sont un message d'une nécessité toute actuelle. Monsieur le ministre, permettez-moi ce soir de dire peut-être ce que vous ne pourrez pas dire vous-même. Notre désolation devant la décision du tribunal administratif d'autoriser la conférence de Rima Hassan à Sciences Po. Je n'ai pas le même devoir de réserve que vous. L'université doit permettre la rencontre apaisée et sincère des opinions, pas l'agitation et l'hystérisation des débats, et encore moins une certaine complaisance à l'égard d'organisations terroristes. La volonté de prendre en otage les universités représente un vrai trouble à l'ordre public académique. Le monde d'après, nous le voulons meilleur pour nous et meilleur au-delà de nos frontières. Faire advenir ce monde meilleur, cela commence par soutenir les résistances qui, partout, s'opposent au régime autoritaire. C'est un devoir moral, mais aussi une nécessité existentielle. C'est notre devoir vis-à-vis de l'Ukraine, comme vis-à-vis de Taïwan. Et j'ai une pensée aussi pour nos amis arméniens du Haut-Karabakh. Mais surtout, défendre leur souveraineté, c'est d'abord protéger nos libertés. De la même manière, en affirmant notre solidarité avec les femmes opprimées en Iran et en Afghanistan, nous protégeons la liberté des femmes ici, en France et en Europe. Si nous scandons « Femmes, vie, liberté », c'est aussi parce que la liberté des femmes là-bas conditionne la liberté de toutes et tous ici. Un monde meilleur, c'est un monde où l'on se souvient qu'il n'y a pas de fatalité à la guerre. Le Moyen-Orient, tôt ou tard, trouvera le chemin de la paix. Un jour prochain, nous l'espérons, les 101 otages toujours retenus à Gaza rentreront chez eux. Parmi eux, 2 sont français, Ofer Calderon et Ohad Yahalomi. Autour des mers de l'espoir, nous continuerons à appeler tous les vendredis à leur libération sans condition. Mesdames et messieurs, jamais le Hamas, le Hezbollah et avec eux la République islamique d'Iran ne viendront à bout de notre aspiration à la paix. Jamais ils ne nous feront renoncer à notre humanité qui nous fait déplorer tous les morts civils, quel que soit leur camp. Ces valeurs, ce sont précisément celles qui sont en partage dans le dialogue entre la France et Israël, 2 démocraties amies, dans le combat qui les unit face au terrorisme. Ces valeurs partagées sont plus fortes, j'en suis certain, que les discordes passagères. Mesdames et messieurs, puisque cette convention était aussi un temps de culture, puisque nous avons évoqué Stefan Zweig, Boualem Sansal, Émile Zola, Marc Bloch, je souhaite conclure en me référant aux mots d'un homme dont le combat incarne le refus de la fatalité et la quête de liberté, Kamel Daoud. Rarement la remise d'un prix littéraire ne m'a rendu aussi fier de mon pays. Dans son combat contre le fanatisme, Kamel Daoud écrivait « Tous les intégrismes, qu'ils soient religieux ou politiques, commencent par un livre. Ils prendront fin lorsqu'on écrira beaucoup plus de livres. » Chers amis, de ces livres précieux qui ouvrent l'esprit et élargissent l'horizon, chacun de nous a la responsabilité d'écrire une page nouvelle, juste,
sincère et de la mettre en partage. Alors, à nous tous de prendre la plume pour écrire, inventer et vivre la France et le monde d'après. Je vous remercie. Merci Jonathan. La parole est maintenant à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Cher Président, cher Jonathan Arfi, vous me permettrez de saluer des représentants de l'État qui sont avec nous, qui veillent d'ailleurs sur votre sécurité. Je voudrais saluer bien sûr le préfet de la région Île-de-France, je veux saluer le préfet de police, je veux saluer, il y a beaucoup de succès. Je veux saluer le directeur général de la police nationale, je veux saluer le représentant du directeur général de la gendarmerie nationale, monsieur le major général. Je veux saluer bien évidemment tous les parlementaires, ils sont nombreux, députés, sénateurs aussi que j'aperçois dans cette salle. Je veux saluer tous les élus notamment locaux, maires aussi. Et je veux saluer bien évidemment le grand rabbin de Paris. Je veux saluer le président du consistoire central. Je veux saluer bien entendu aussi le président du Fonds social juif unifié. Mais avant toute chose, je veux vous féliciter, cher Jonathan Arfi, vous et vos équipes, pour l'organisation et la réussite de cette 14e convention nationale du CRIF. La richesse des thèmes qui ont été abordés, mais également la qualité de tous les intervenants que vous avez réunis témoignent de votre attachement à cette passion si française pour le débat. Ces débats, j'aurais aimé y assister, mais je ne le pouvais pas, car j'étais ce matin, vous le savez, en Vendée, sur la tombe de Georges Clémenceau, pour commémorer le 95e anniversaire de la mort de ce grand Vendéen et de ce grand Français. C'est une bonne excuse, je crois. Et si j'évoque cet hommage, c'est parce qu'il n'est pas étranger au message que ce soir je veux vous adresser. À l'heure où plus que jamais l'État doit être aux côtés de nos compatriotes de confession juive. Car on l'oublie trop souvent, mais avant de devenir le père la victoire, Clémenceau fut aussi un grand Dreyfusard. Celui qui voyait dans l'antisémitisme, je le cite, un cri de mort, comme il disait. Celui qui ouvrit les colonnes de son journal, l'Aurore, au fameux « J'accuse » de Zola. Et c'est d'ailleurs, vous le savez, Clémenceau qui trouva ce titre magnifique désormais entré dans l'histoire de France, ce titre qui claque comme une réplique française à toutes les lâchetés. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, alors que de nouveau ce cri de mort antisémite se fait entendre, nous avons besoin de nouveaux j'accuse. Oui, nous avons besoin de nouveaux j'accuse pour désigner le nouvel antisémitisme, pour démasquer les nouveaux antisémites. Car c'est sous une forme radicalement nouvelle que ressurgit l'antisémitisme d'aujourd'hui. Nouvelle en intensité, d'abord. En 2023, le ministère de l'Intérieur a recensé 1676 actes antisémites, soit le total des actes commis durant les 3 années précédentes. Par ailleurs, les nouveaux chiffres dont je dispose sont particulièrement alarmants. 887 faits antisémites ont été recensés au cours du premier semestre 2024, soit une augmentation de 192% par rapport à la même période de 2023. L'antisémitisme a donc explosé, mais l'antisémitisme a muté également. Le vieil antisémitisme, celui d'extrême droite, s'il existe toujours et s'il doit toujours être vigoureusement combattu, n'a plus, et loin de là, le monopole de la haine. Car l'antisémitisme auquel nous sommes confrontés aujourd'hui dans toute la France, c'est le fruit amer, né d'une double souche. C'est d'abord la souche islamiste. L'islamisme est aujourd'hui ce qui a été hier le fascisme,
un catalyseur de la haine antisémite. J'en veux pour preuve l'augmentation substantielle des actes antisémites depuis les massacres du 7 octobre. Mais j'en veux aussi pour preuve ce chiffre glaçant. D'autres chiffres ont été cités. Ce chiffre glaçant tiré d'une étude récente de la Fondapol. Aujourd'hui, près de 24% des Français qui déclarent être de confession musulmane affirment soutenir le recours à des actions violentes contre des Juifs. Je sais parfaitement que ce chiffre dérange. Il me dérange aussi. Il me dérange parce que jamais je ne confondrai l'islamisme avec l'islam, ni les islamistes avec les musulmans. Car la haine des premiers défigure la foi des seconds. Et si je donne ce chiffre, c'est aussi pour souligner que dans leur très grande majorité, nos compatriotes de confession musulmane ne souscrivent pas à ces violences. Ce chiffre le montre, mais ce qu'il démontre également, c'est ceci. Aujourd'hui, sur le territoire de la République, il existe des enclaves islamistes où les Méras, les Nasrallah, les Fofana sont acclamés et même héroïsés. Parce que le pendant de ce djihadisme d'atmosphère qu'a très bien décrit et analysé Gilles Kepel, son pendant, c'est un antisémitisme d'atmosphère. L'un ne va pas sans l'autre, car qu'il soit salafiste ou bien frériste, qu'il soit terroriste ou bien séparatisme, l'islamisme est toujours antisémite, comme il est toujours sexiste, comme il est toujours homophobe. L'islamisme est un bloc de haine, il porte l'antisémitisme, comme la nuée porte l'orage, et il porte désormais ses coups, contre une part des vôtres, contre une part des nôtres. Il porte ses coups et voilà la vérité. Celle que nous devons dire, et d'abord à tous nos compatriotes de confession juive, car ils ont besoin que nous mettions des mots sur les peurs qu'ils éprouvent et sur les agressions qu'ils subissent. Mais sur cette souche islamiste, s'en est greffée une autre, c'est le clientélisme. Le clientélisme électoral de ceux qui font de la cause palestinienne un argument de campagne électoraliste. Le clientélisme de ceux qui, pour gagner des voix, ont choisi de vendre leur honneur, de brader nos valeurs. Je parle de ceux qui minimisent l'antisémitisme parce qu'ils partisent avec les antisémites. Alors je veux dire ici et ce soir, parce que c'est ma conviction, parce que c'est ma responsabilité, parce que c'est mon devoir aussi comme ministre de l'Intérieur, honte à ceux qui minimisent, honte à ceux qui pactisent, honte à ceux qui minimisent, oui. Oui, car 3 fois non, l'antisémitisme n'est pas résiduel, alors que nos compatriotes juifs représentent moins de 1% de la population française, vous le savez. Eh bien, ils sont l'objet de 50% des agressions racistes et antireligieuses. Oui, honte à ceux qui pactisent quand ils battent le pavé avec les islamistes, quand ils refusent de qualifier le Hamas et le Hezbollah de terroristes. Et honte, mesdames et messieurs, chers amis, honte à ceux qui font honte à la France et qui, désormais, dépassent toutes les bornes puisqu'ils viennent de déposer à l'Assemblée nationale, sur le bureau de l'Assemblée nationale, cette proposition de loi pour abroger le délit d'apologie de terrorisme. Non, ça n'est pas cela la France, ça n'est pas cela, je le dis aussi, ça n'est pas cela la gauche française. D'ailleurs, je tiens à le rappeler, ce texte, jadis, en 2014, avait été préparé, soutenu par 2 hommes de gauche, Manuel Valls, qui l'avait préparé, et Bernard Cazeneuve, qui l'avait défendu dans les hémicycles de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais, vous voyez, j'ai beau, et je vous fais cette confidence, j'ai beau être un homme de droite, mais je ne peux m'empêcher de ressentir comme une trahison lorsqu'une députée de la République, qui se dit de gauche, insoumise, défend ceux qui ont lynché des Juifs à Amsterdam, comme d'autres avaient lynché Léon Blum dans les rues de Paris. C'était en 1936. À Amsterdam, la ville d'Anne Frank, j'ai signalé, comme je le ferai à chaque fois,
cette députée à la justice. Et je signalerai, je continuerai à signaler tous ceux, toutes celles qui cherchent à justifier l'injustifiable. Car l'enjeu aujourd'hui est trop grave. L'enjeu, c'est le devenir de nos compatriotes juifs, qui engage le devenir de toute notre patrie. Car si demain les 52% de Français juifs qui ont envisagé de faire leur Aliyah quittaient le pays, qui est le leur, alors je le dis devant vous, aujourd'hui, sur cette tribune, la France ne serait plus la France. Non, la France ne serait plus la France parce que notre pays abrite la première communauté juive d'Europe et la troisième du monde. Et cette communauté qui remonte à l'Empire romain a été la première à être émancipée en Europe à la Révolution française. La France ne serait plus la France parce que l'apport de la judéité à notre nation, à notre civilisation, à laquelle je tiens tant, est considérable. Cet apport est intellectuel, cet apport est aussi culturel, aussi. Que serait Racine, mes amis, sans Esther, sans ce très beau texte, ce chef-d'œuvre de la littérature française? Que serait Notre-Dame de Paris sans cette sublime galerie des rois de Juda sur sa façade occidentale? Si nous voulons déconstruire les préjugés antisémites, alors cet apport majeur de la judéité, nous devons le faire connaître et nous devons le transmettre, parce que c'est dans le vide de la pensée que grandit le mal, comme l'a si bien dit Hannah Arendt. Oui, l'antisémitisme est une pensée vide. Et ce vide, et à ce vide, nous devons opposer la force de la transmission par l'école et par la culture. Parce que je le dis, comme ministre de l'Intérieur, la seule réponse sécuritaire, elle est trop courte. Il faut une réponse culturelle. Il faut une réponse civilisationnelle. Oui, sans nos compatriotes juifs, la France ne serait plus la France. Et la France doit rester ce qu'elle est, une république qui protège, une nation qui rassemble tous les siens. Une république qui protège, en plus de la protection des 800 sites, écoles et synagogues, j'ai donné des instructions claires, fermes, pour qu'à l'occasion des fêtes de Tchiri, la sécurité des lieux de culte soit renforcée. Tishri, oui. Merci de me suivre avec attention. Et j'ai aussi donné ces instructions claires, nettes, fermes, qui concernent toutes les manifestations liées au Proche-Orient et au conflit. La consigne que j'ai envoyée à tous les préfets de France à la veille du 7 octobre dernier, elle tient toujours. Toute mobilisation qui présente des risques de débordement doit être immédiatement interdite. La République qui protège, la nation qui rassemble, elle est, je le crois, le véritable antidote au poison antisémite. Car il y a dans la nation française tous les ressorts, je le crois profondément, pour faire barrage à l'antisémitisme. Le premier de ces ressorts, c'est la fierté, c'est notre fierté, celle d'appartenir à un grand peuple qui refuse toutes les capitulations, toutes les soumissions. Et si j'ai moi-même refusé, comme certains nous le demandaient, d'annuler ou de délocaliser le match France-Israël, c'est parce que nous sommes la France, mes chers amis. Et la France, elle ne recule pas. La France, elle ne se soumet pas. Et c'est parce que nous ne nous sommes pas soumis, nous n'avons pas reculé, que cette rencontre s'est bien déroulée. Oui, je suis fier que ce soir-là, la France ait infligé une sévère défaite aux violents et aux antisémites. Et permettez-moi de saluer et de remercier le préfet de police et toutes les forces de l'ordre qui ont participé au succès de ce match France-Israël. Le premier ressort, la fierté. Le second ressort, la liberté. Elle n'est jamais un acquis, vous le savez, car la liberté, c'est toujours un combat. Et ce combat est un combat français, parce que nous sommes le pays de Voltaire
Et c'est au nom de ce que nous sommes que nous devons combattre ce terrorisme intellectuel qui sévit malheureusement dans certaines de nos universités. Et au profit de quoi? De la propagande, d'une propagande antisémite des terroristes du Hamas ou du Hezbollah. Et je ne me résous pas, jamais je ne me résoudrai, à voir des universités françaises emprunter le chemin que certaines comme leurs homologues américaines. Ces universités américaines où des étudiants et des professeurs de confession juive sont cloués au pilori, harcelés pour la seule raison qu'ils sont juifs. C'est cela même la définition de l'antisémitisme. Et cet antisémitisme se déploie dans certaines de nos facultés, y compris, comme ça a été dit il y a quelques instants, dans les plus prestigieuses, et ce n'est pas ce que nous voulons pour notre jeunesse de France. Je sais que Patrick Heysel a transmis ce message, c'est mon ami, ministre de l'Enseignement supérieur, il s'est exprimé un peu plus tôt par ce message, et je partage, comme lui, cette conviction républicaine. Le troisième ressort, c'est la fraternité. La fraternité française qui n'est ni religieuse, ni bien sûr ethnique, car c'est une fraternité civique, qui repose sur le principe de la non-distinction entre les citoyens, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur confession. Nous revendiquons ce beau principe, ce principe qui est un principe républicain et même civique, l'indifférence aux différences. C'est le chantier essentiel de la lutte contre les discriminations et je souhaite que dans ce chantier, les actions de lutte contre l'antisémitisme soient repensées et surtout renforcées. C'est pourquoi j'ai demandé à mon secrétaire d'État, Onmat Nasrou, de relancer les assises de l'antisémitisme ouvertes au printemps dernier et de remettre à plat tous les outils dont nous disposons aujourd'hui pour plus d'intransigeance, pour plus aussi de vigilance. Des premières annonces seront faites de ce point de vue dès le début de l'année prochaine. Mesdames, Messieurs, chers amis, vous l'aurez compris, vous trouverez toujours en moi, ministre de l'Intérieur, un ami, un protecteur et le gouvernement de Michel Barnier, et je m'exprime aussi ce soir en son nom. Ce gouvernement est décidé à jeter toutes ses forces dans cette grande bataille qu'il nous faut livrer contre ce nouvel antisémitisme. Cette bataille ne doit pas être seulement votre bataille, la bataille de nos compatriotes de confession juive, car le sentiment de solitude que beaucoup d'entre eux éprouvent est une blessure au sentiment national. Si être juif en France, c'est être seul, alors c'est que nous ne savons plus être français. Non, cette bataille doit être la bataille de la France. La France, c'est-à-dire cette conjugaison toujours fragile, toujours à recommencer, entre ce qu'il y a de plus singulier dans chaque homme et de plus universel dans tous les hommes et dans l'humanité. C'est cela le message de la République, le message français, et c'est ce message de la France que nous devons aujourd'hui et toujours réaffirmer contre l'antisémitisme et pour tous les Français. Vive la République et vive la France. Merci, Monsieur le Ministre. Cette convention est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie.